Bonjour à tous, bonjour. Donc, je suis Florent Castetz, j'interviens au titre du collectif Architecture heureuse et habitat accessible à chacun. Je tiens à préciser que cette table ronde s'adresse avant tout aux élus et qu'elle porte sur les enjeux de la concertation. Pourquoi ? Comment structurer avec les habitants votre politique de ménagement du territoire ? Ménagement, parce qu'on a déjà joué notre joker environnement-climat et qu'on n'a jamais eu une situation aussi difficile en termes de tension foncière sur notre territoire. De facto, notre but aujourd'hui, c'est de tenter de vous inspirer par le biais de témoignages, des témoignages d'experts que je vais vous présenter par la suite, et sur la base d'exemples concrets. Notre but, c'est aussi d'être identifiés comme un collectif, des citoyens qui souhaitent continuer à réfléchir aux pistes de développement territorial qui vont être évoquées par la suite avec vous. Et on essaierait aussi de relayer, de communiquer sur les actions qui sont déjà en cours, comme on le fait aujourd'hui par le biais de ce forum. Donc j'ai le plaisir de vous présenter l'équipe de Tekio dans un premier temps, avec notamment Sonia Martin Del Campo, ancienne directrice du COL, qui a été maintes fois mentionnée jusqu'à maintenant, et qui, derrière Sonia, il y a des années d'expérience, des centaines, peut-être des milliers de logements. Donc, un maître d'ouvrage aguerri. Non, j'ai pas dit. Je ne me serais pas permis. Non, ça n'arrivera pas. Donc, beaucoup de compétences en termes de programmation architecturale, urbaine. Donc, on travaille à l'échelle du logement, aussi à l'échelle des quartiers chez Tekio. Du montage administratif, juridique et financier des opérations jusqu'à la stratégie foncière, la négociation, tout ça, c'est votre quotidien et c'est ce qui vous permet de témoigner aujourd'hui parmi nous. Je vais vous passer la parole. Alors, on va changer un petit peu de format. La présentation a été très dense, il y a eu beaucoup de choses qui ont été évoquées jusqu'à maintenant. Je vous propose de regarder un petit film dans un premier temps, avant de passer au témoignage de Sonia. Del Campo, présidente de Tekio. Tekio est une société coopérative d'intérêt collectif qui est née en 2018 et qui regroupe un collectif d'acteurs de l'habitat. Notre secteur d'activité est à l'intérieur des Pays Basques. On accompagne, je dirais, au quotidien, dans toute tâche, les petits villages. Notre travail, c'est l'habitat décliné en une diversité de regards relevant de l'aménagement territorial et du logement. Sa force, c'est son modèle social d'entreprise qui est basé sur le travail contributif de ses 24 membres, la passion de ses 5 salariés et leurs compétences, et le fait de ne pas être une société à but lucratif, qui fait que tous les bénéfices qui viennent de notre activité sont réintroduits dans la société et utilisés pour la recherche et pour le travail d'intérêt général que nous réalisons avec les petites communes. Puisque l'habitat, c'est ce que nous engageons à faire. J'ai plus rien à dire, je crois. Vous voulez connaître la valeur de votre voiture? Simplement et rapidement en ligne sur vendezvotrevoiture.fr. Vous la connaissez pas. Oui, alors je pense que je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter. Je vais quand même insister sur 2 points. C'est que nous existons depuis 6 ans, bientôt, 5 salariés et 23 adhérents. Et c'est grâce à ça que nous pouvons mener notre travail, notre réflexion à bien, puisque notre démarche appuie sur le travail coopératif des membres de notre coopérative, qui vient appuyer en expertise
tout les travail qui est fait par l'équipe opérationnelle. Donc, on est aujourd'hui sur 17 communes et notre intervention se passe à plusieurs niveaux. Le premier, je dirais que c'est l'accompagnement des communes dans la définition de leur stratégie de développement. On dit petites communes, mais elles ne sont pas si petites que ça non plus, puisque la plus petite a 100 habitants, la plus grande, elle est environ autour de 3000. Donc, on les accompagne dans leur réflexion sur les stratégies territoriales, et pour cela, on avance avec eux au fur et à mesure. On dit souvent qu'on n'a pas de méthode, parce qu'on la découvre au fur et à mesure qu'on avance avec eux. On l'adapte, cette méthode, en fonction des besoins qu'on détecte. Donc, ça peut être de la stratégie foncière, c'est de la concertation avec les habitants, c'est de l'écoute des élus, c'est de l'ingénierie financière pour sortir les logements, de la mise en place de partenariats avec des organismes sociaux, etc., etc. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est souvent, quand on nous appelle, qu'il y a déjà un terrain qui est détecté par une commune, mais qu'elle ne sait pas quoi faire. Ou alors, qu'on lui propose de faire quelque chose qui ne lui va pas, notamment un promoteur privé. Donc, on vient en réflexion avec eux et on les accompagne, pareil, pour le développement du programme, pour la mise en place du programme, les comment, les pourquoi, et la partie financière, bien évidemment, parce que notre objectif, c'est de vraiment que les opérations se réalisent. Le troisième volet, qui est un petit peu moins connu, c'est qu'on est aussi des promoteurs responsables. Nous produisons des logements abordables. C'est pour cela que nous faisons très attention aux programmes que nous mettons en place, parce qu'ils sont dédiés aux gens de la commune, aux alentours, bien évidemment. Donc, dédié, ça veut dire qu'il doit répondre aux ressources de ses habitants, aux attentes des élus, mais aussi aux attentes des habitants. Donc, je ne sais pas si j'ai poussé mon temps, mais en tout cas, voilà un petit peu l'ensemble de notre activité. Je vais laisser Marine parler de la partie concertation, puisqu'elle est plus apte que moi pour le faire. Peut-être commencer par vous commenter, enfin vous présenter un peu notre méthode dont vous parlez, Sonia, en disant qu'on n'avait pas de méthode, mais au sens où on n'improvise pas complètement, mais qu'on fait preuve de beaucoup d'adaptabilité en travaillant avec les élus. Et quelque chose qui est très important pour nous, c'est de toujours bien prendre en compte le contexte, de prendre en compte ce qui fait l'identité des lieux, de comprendre l'usage, la vie des habitants, pourquoi ils aiment leur village, de comprendre ce qui est important pour eux. Et donc, on a un projet qui en est un peu l'illustration. C'est à Mendit. Donc, Mendit, c'est une commune de 200 habitants qui est en Soule, aux portes du Béarn. Donc, c'est une petite commune qui est en déprise démographique depuis des décennies et pour laquelle on a été sollicité à l'origine autour d'un projet de fronton sur une parcelle qui était à côté de la mairie. Donc l'accompagnement, ça commence par l'accompagnement des élus en posant des questions, parfois en bousculant. Et là, on a bousculé parce que, comme le disait tout à l'heure monsieur le maire de Mézos et monsieur le maire de Rion-des-Landes, aujourd'hui, la ZAN, on en parle beaucoup. Et c'est vrai que l'utilisation responsable du foncier, c'est vraiment quelque chose qu'on a tous présent à l'esprit. En 2019, construire un fronton à côté de la mairie sur la dernière parcelle constructible du village, c'était une option envisageable, qui aujourd'hui nous apparaît beaucoup plus questionnable, on pourrait dire. Donc en fait, on a commencé par demander aux élus, est-ce qu'il n'y a pas un besoin de logement, cette parcelle, le fronton, pourquoi il devrait être là ? Et on a continué un petit peu cette réflexion avec les élus en essayant d'approfondir l'usage, en interrogeant les citoyens. Donc là, il y a différentes manières de faire, des entretiens, des réunions publiques, enfin les outils ne manquent pas, mais l'intérêt vraiment, c'était de détecter les pépites, si on peut dire. Ce sont ce que les habitants font, ils ont plein de projets, ils ont plein de choses qu'ils font déjà par eux-mêmes, et qui, quand on en parle, on se rend compte qu'il y a des synergies possibles, il y a des volontés de participer. C'est une question d'accueillir cette énergie d'une certaine manière. Je vais faire court parce que le temps, je pense, m'est limité.
Mais tout ça, en fait, ça a donné un projet, la composition d'un programme qui, on pourrait dire, accueillait ces énergies multiples. D'accord. Deuxième exemple, plus rapide, à Bergouet-Vielnave, donc on se rapproche de chez vous parce qu'on est au nord du Pays Basque. Une petite commune à l'identité charnègue, donc c'est un mixte entre une culture basque et un peu gasconne. Et donc en fait là, ce qu'on a fait, en s'appuyant sur les habitants encore une fois, parce qu'on pense que la concertation, c'est la seule chose qui peut nous permettre de comprendre l'identité du village, qui peut donner de la force aux projets qui pourraient être issus de cette réflexion, des projets qu'on propose et que les élus vont utiliser pour mettre en place leur stratégie. On a en fait, on fait des entretiens, on a beaucoup parlé, il y a eu des réunions publiques, mais on s'est rendu compte qu'il y avait 2 éléments très forts qui ressortaient dans cette commune et qui la caractérisaient en propre. La première, c'était l'attachement des habitants à la mémoire. Il y avait une fierté qui était particulièrement touchante des habitants sur la mémoire collective. Et en fait, on a accompagné la commune en l'aidant à chercher les financements. Tout à l'heure, je répéterai, aide-toi toi-même, le ciel ne fera rien pour toi. Enfin, c'était quelque chose de cet ordre-là, en un peu moins simplifié. Mais on les a aidés donc, à chercher les financements. Et ça leur a permis en fait de créer un projet, de porter un projet qui visait à collecter cette mémoire collective et qui a vraiment fédéré les habitants, mais qui les a impliqués aussi dans la réflexion sur ce qu'ils voulaient pour l'avenir de leur village et pour l'aménagement de Bergouet-Vielnave. Le deuxième axe, c'était autour de la nature et du paysage, parce que c'est un village magnifique. Et donc là, il y a un projet qui a été mis en place autour de la biodiversité, d'inventaire. Encore une fois, on a été là pour aider à chercher les financements et impulser le projet. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que toute la stratégie d'aménagement qui en est découlée, elle est sortie de ces axes fédérateurs qui étaient issus de l'amour des habitants pour leur village, de ce qui les intéressait. Et c'est comme ça que les élus ont pu définir les projets qui correspondaient aux attentes des habitants. Donc pour compléter ce qu'a dit Marine, donc, on vous a donné des exemples un petit peu de cette action, de ce premier axe où on accompagne les communes plus à l'échelle du village, à l'échelle communale. Le deuxième axe, c'est effectivement qu'on accompagne aussi que le besoin, c'est une parcelle identifiée avec un terrain. Et donc là, c'est l'objet, c'est vraiment de les accompagner à définir une programmation, mais une programmation qui répond vraiment aux besoins de la commune, des habitants, et donc de rentrer dans une phase vraiment aussi d'ingénierie financière et de montage opérationnel. C'est aussi trouver les solutions pour que le projet se fasse avec des fois différentes possibilités de montage. Il y a un exemple qui est passé, mais qui est un peu particulier, c'est un exemple à l'Agrolet du Gers, pour vous dire que là, dans ce cadre-là, on avait travaillé sur la requalification d'une friche de 17 hectares avec un enjeu paysager très très important. Ce qui est intéressant sur cet exemple-là, c'est que l'Agrolet du Gers, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une commune qui a une image très forte. C'est une commune qui est bio-engagée. Elle a une image, mais nationale, sur la transition agricole, l'alimentation saine. Donc là, l'enjeu, c'était pas seulement de faire un projet immobilier, c'est de faire un projet qui fasse rayonner cette image-là et qui soit adapté à ses besoins et à ses acteurs locaux qui étaient spécifiques parce qu'ils avaient ce travail sur l'alimentation et l'agriculture. C'est juste pour vous dire et donner cet exemple où on prend vraiment en compte le besoin et le thème qui est riche à la commune. Et donc, pour terminer, juste le dernier point que Mme Martinel-Campo a dit, effectivement, quand on zoome encore un peu plus à l'échelle du bâtiment, on est aussi maître d'ouvrage, effectivement, et on est aussi promoteur, et on peut apporter une réponse quand il y en a le besoin, pour avoir une autre stratégie de promotion immobilière, puisqu'effectivement on est un promoteur immobilier à but non lucratif, donc avec des valeurs sociales et environnementales fortes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on travaille grosso modo sur, je dirais, 3 axes. C'est d'abord de faire du logement abordable, donc c'est de trouver les moyens financiers dans le montage pour réduire les coûts et surtout faire... avoir une cible de prix qui soit adaptée à des ménages ciblés par la commune et à leurs ressources. Donc ça veut dire qu'on a eu fait dans des opérations, c'est passé par exemple par de la commercialisation responsable, parce qu'on baisse nos coûts de commercialisation pour en fait l'impacter sur le prix de vente. On avait fait sur une opération à Ondres, c'est un accord avec des commerces locaux pour une boulangerie, le bricot-dépôt, pour essayer de trouver d'autres moyens. Ça peut être de faire dans une opération du prêt à finir, d'associer les habitants dans une partie des travaux. C'est
des solutions, il y en a d'autres, mais en tout cas, c'est un axe qui est fort, c'est vraiment faire du logement abordable. Et 2 autres axes, très très rapidement, c'est aussi comment on intègre, c'est important je pense, c'est aussi comment on intègre les futurs habitants à s'approprier le projet, à créer des espaces qui peuvent être partagés, comment on les intègre un petit peu en amont pour qu'ils s'approprient la définition de ces espaces, pour qu'ils s'approprient leur gouvernance, pour créer du lien, pour qu'ils se rencontrent en amont de la livraison, pour qu'ils se connaissent, pour qu'au moment de la livraison, grosso modo, ils s'aident à déménager parce qu'ils se sont rencontrés avant. Donc ça, c'est un deuxième axe qui est fort, c'est d'associer les futurs acquéreurs. Et le dernier point qui était passé, c'était juste de dire aussi qu'en tant que maître d'ouvrage, on s'intéresse énormément à la réhabilitation et aussi à cette reconquête de bâtiments souvent très anciens et donc souvent vacants. Et donc c'est aussi comment trouver des montages opérationnels pour que ces bâtiments ils puissent sortir et retrouver un peu de vie. Voilà, je conclurai juste, à moins que tu veux faire la conclusion, sur le fait que voilà, sur ces trois aspects-là, ces 3 missions, d'accompagner les communes, de la parcelle jusqu'au bâtiment. Voilà, le dénominateur commun pour nous, c'est de faire un projet qui répond à un lieu. Ça, c'est important, parce que chaque projet est unique. Elle répond d'abord à un lieu, à un besoin de territoire. Et surtout que ce projet-là, il ne peut pas se faire sans, pour nous en tout cas, sans associer toutes les parties prenantes. Et donc, c'est vrai, il y a les habitants, mais c'est aussi les élus et c'est aussi les acteurs locaux. Merci beaucoup. Je ne vais pas être longue, je vais juste ajouter par rapport à ce que vient de dire Caroline, que ces 3 axes, ces 3 niveaux sont complémentaires. Le fait d'être maître d'ouvrage nous permet aussi de répondre aux communes quand ils en ont besoin. Ce n'est pas obligatoire qu'on finisse et on réalise le logement, mais ça peut être le cas. Et je voudrais insister sur le fait qu'on a les mêmes valeurs que les organismes sociaux et que quand les opérations sont importantes, comme celle des casse-têtes qu'on vient de réaliser, 79 logements, on sait aller chercher et mettre en place des partenariats avec les organismes sociaux. Dans les cas de casse-tête, c'était Axanis, mais pour la partie accession sociale, mais c'était aussi la SL Gascogne du Gers, qui a fait toute la partie locative et qui a pris en charge vraiment avec nous, c'est-à-dire c'est pas qui a pris en charge, qui a été partante pour réaliser une résidence des gens actifs, puisque l'enquête qu'on avait fait auprès des entreprises de casse-tête faisait ressortir les manques des logements pour les apprentis, pour les étudiants, pour les gens qui étaient en stage, bon bref. Donc ça a été intégré au programme. Donc on travaille avec les sociaux, on a les mêmes valeurs, et on essaye d'avancer avec eux aussi dans les recherches et dans les modèles. Merci. Oui. On ne va pas laisser de questions de côté, mais on va passer la parole. On prendra les questions de la salle en fin de table ronde, s'il vous plaît. Donc je me permets de faire un petit mot de synthèse. Donc je retiens que la contextualisation, c'est le préalable. Je retiens que la concertation, c'est des compétences professionnelles. C'est un travail de longue haleine, avec pas une recette prédéfinie, mais de la méthode et beaucoup d'ambition. On sait où on commence, comment ça commence, et si j'ai bien compris, on est toujours surpris de là où on arrive. On est surpris, et on peut être surpris aussi quand on s'intéresse au projet des hameaux légers, porté par notamment Angeline Broust, diplômée en urbanisme, environnement et paysage. Elle porte avec son association un ADN qui nous parle, innovant, militant. Cette association est un acteur de référence, largement cité dans le rapport assez médiatisé « Réussir Lausanne en réduisant le mal logement, c'est possible », notamment soutenu par la Fondation Abbé Pierre. On a de la chance de t'avoir autour de la table et on avait hâte aussi de t'entendre.
À toi de nous présenter le travail des hameaux légers. Merci Florent. Oui, Angéline Brou, moi je suis salariée de l'association Hameaux Légers. Je suis référente Sud-Ouest, l'association est basée en Bretagne. J'ai des petites diapos, on va voir comment on fait évoluer les diapos, il n'y a pas trop de logique, je vais y aller comme ça. Donc l'association est basée en Bretagne. Aujourd'hui, on a 3 missions principales. Donc on sensibilise énormément sur les sujets de l'habitat léger, habitat réversible qu'on appelle aussi, pour mettre en avant vraiment la réversibilité et l'impact faible qui est fait sur le sol. J'ai l'impression que ça tourne directement, mais ce n'est pas l'objectif. Si on peut s'arrêter sur celle d'avant, là voilà, le schéma. Voilà, celui-là, celle-ci, très bien. Regardez pas trop tout de suite, maintenant je vous expliquerai après. Donc voilà, on sensibilise sur les sujets de l'habitat léger, l'habitat réversible, sur le sujet de l'habitat participatif. Donc que ce soit le grand public, les élus, les techniciens et les services de l'État, pour aussi faire bouger les lignes sur certains aspects réglementaires qui sont un peu bloquants pour les projets. On a un deuxième axe, deuxième activité, c'est de la transmission. On a rassemblé beaucoup de savoirs au travers de nos échanges, de nos expériences, et on les a mis à disposition du grand public, notamment au travers d'un cours en ligne gratuit, un MOOC, qui s'appelle « Comment s'installer en habitat réversible », qui est disponible sur notre site internet. Et on l'a retranscrit en livre, je l'ai ramené ici, sur le stand là, que j'ai juste à droite, un livre qui s'appelle « Habiter léger ». Et puis aussi, on fait des espaces de partage. On n'appelle pas ça des formations parce qu'on n'est pas un organisme de formation, mais on fait des espaces de partage. Là, cette année, on aura une quinzaine sur comment monter un projet d'éco-hameau engagé. Voilà. Donc, je pourrais revenir un peu sur la typologie. Et donc, la troisième activité qu'on fait, et c'est aussi pour celle-ci que je suis là aujourd'hui, c'est qu'on accompagne les élus dans le lancement, la réalisation de projets qui s'appellent des hameaux légers. C'est des projets d'éco-hameaux qui ont des ambitions écologiques et sociales. Donc on accompagne les élus sur une phase qui dure jusqu'à 2 ans et demi. D'abord, on fait vraiment une recherche, une étude de faisabilité assez classique sur un projet d'aménagement. Ensuite, on va faire une recherche de groupe d'habitants qui va se positionner sur le projet. Et puis ensuite, on va faire vraiment de l'opérationnalité entre les élus et le collectif d'habitants qui aura été identifié pour faire vraiment un travail de co-construction avec eux. Et donc cette phase-là, elle dure un peu plus d'1 an. Donc si je reviens un peu sur le modèle hameau léger, la spécificité, on va garder cette slide, cette diapo. Donc on a concrètement, on a un terrain communal qui se veut plus simplement constructible, qui sera à proximité du bourg, c'est l'objectif. C'est un projet qui se voudra être intégré à la dynamique du bourg. Aujourd'hui, on a des projets qui vont sur des communes de 180 habitants à 8000 habitants, donc c'est assez large, ça évolue, mais c'est plus c'est plus dans le milieu rural. Ça pose d'autres enjeux d'être dans du périurbain, donc c'est pas encore vraiment on va dire une localisation qu'on creuse tant que ça. Donc on a un terrain communal qui va être mis à disposition à un groupe d'habitants via un bail amphithéotique. Donc on va avoir 2 parties qui vont signer le bail, la mairie et le collectif d'habitants. Le collectif d'habitants, il va se structurer en association, donc voilà, une structuration juridique, et donc il va signer ce bail avec la mairie. Ensuite, donc le bail amphithéotique, peut-être je reviens rapidement dessus, de 18 à 99 ans, c'est un bail qui se veut être long. Nous, dans les projets qu'on accompagne, on a volonté qu'il soit à minimum de 80 ans. Pourquoi ? Pour offrir une sécurité d'installation pour les habitants et pour aussi des enjeux de transmission. C'est important de garder ça en tête pour des familles qui arrivent avec des enfants jeunes, voilà, comment elles envisagent l'avenir. Donc c'est des baux qui se veulent longs. Donc on a notre terrain, on a le bail qui est mis en place, et puis ensuite on va avoir des habitats individuels qui vont être positionnés sur le terrain, donc des habitats légers. L'habitat léger se veut démontable, déplaçable selon la loi. Et l'intérêt de l'habitat léger, donc, c'est qu'il est très engagé en termes, écologiquement au travers de ses matériaux, au travers des alternatives qu'on peut y apposer, telles que la phytoépuration, les panneaux photovoltaïques, etc. Donc on a des alternatives aussi en termes d'énergie. Ça a un impact au sol qui est minime, puisqu'on n'a pas de fondation en béton. On a des fondations qui sont quand même présentes, des puits à vis, des pneus, mais c'est des fondations qui sont démontables. Donc l'impact sur le sol, il est minime.
Et en plus, ces habitats, ils sont plus économiques. Donc ça, c'est aussi intéressant pour les personnes qui recherchent à s'installer de manière accessible. C'est des habitats qui vont on dit généralement de 10 000 à 100 000 euros. De 10 000 euros si on va vraiment chercher de l'autoconstruction et on va faire une recherche de matériaux de récupération. Voilà, si on a le temps, on a les compétences et on va faire une recherche de matériaux de récupération, on peut arriver à un budget environ de 10 000 euros. Ensuite, si on a plus de budget, on peut aller jusqu'à 100 000 euros pour avoir un habitat qui est clé en main d'un constructeur avec pas mal. Il y a la tiny house, c'est celle qui est le plus connue. Plus médiatisée, c'est peut-être pas forcément celle qui est le plus utilisée, mais on voit parfois des tiny house très bling bling, je sais pas comment le dire, mais qui sont voilà, clés en main et qui ont toutes les options qu'on souhaiterait. Et ensuite, donc on a nos habitats individuels et sur le terrain aussi, puisqu'on parle d'un projet de collectif d'habitants, de groupe d'habitants, on part sur un projet d'habitat participatif. Donc les 3 éléments de l'habitat participatif, c'est qu'on a un groupe qui a la maîtrise d'ouvrage de son projet d'habitat. Donc c'est lui qui va le réfléchir, le construire, le concevoir et le gérer ensuite. Il va être à la gestion de son projet. Et le deuxième aspect, c'est qu'on a de la mutualisation, du partage. C'est un projet qui se veut solidaire. Donc on va mutualiser des espaces. On peut aussi mutualiser des services, une voiture commune. On peut mutualiser des outils. Voilà, il y a vraiment cette volonté de mutualisation. Et le troisième aspect de l'habitat participatif, c'est qu'on part dans une direction commune. Donc on va avoir une vision, un projet commun qu'on va établir au travers d'une raison d'être. Tu me fais signe hein, si je n'ai pas trop regardé au final. Pardon ? 5 minutes. Donc on a aussi la gestion collective d'un projet avec des valeurs qui sont souvent plus vers de la démocratie, de l'écoute, du partage. Voilà, c'est des projets qui se veulent ainsi. Et donc, pour caractériser cette valeur de mutualisation sur les projets de hameaux légers, on va apposer un bâtiment commun. Donc là, on le voit en bas à gauche, on a des espaces communs. Alors, on a des espaces communs intérieurs avec un bâtiment et on a aussi des espaces communs extérieurs. Vous connaissez très typiquement les jardins partagés. Donc ça, c'est du commun en extérieur. Donc voilà, on a des espaces communs, un bâti qui est là, qui est intéressant parce qu'on va pouvoir mutualiser une buanderie. On n'a pas tous besoin d'avoir une machine à laver, ça ne fait pas forcément de sens. On va pouvoir mutualiser une chambre d'amis, une salle commune, une cuisine commune. Enfin, ça, c'est au choix du collectif d'habitants qui réfléchit à tout ça. Et ça nous permet aussi individuellement de réduire notre besoin en surface utile de plancher. Parce qu'en fait, on a des espaces ailleurs qu'on mutualise. Donc, on divise les coûts et nous, individuellement, notre habitat, il peut être réduit. L'habitat léger, ça peut aller de 15 mètres carrés à 60 mètres carrés. Après, c'est vraiment la notion de léger, réversibilité qui est mise en avant. Mais en tout cas, on peut réduire ses coûts. Donc ça, c'est intéressant. Donc voilà, et puis ces espaces, ils sont gérés collectivement sur le long terme. Donc tous les processus d'habitat participatif, ils ont l'intérêt, peut-être par rapport à d'autres projets de lotissement classiques, c'est d'être anticipés. Et donc, il va y avoir une grosse volonté de vivre ensemble et des règles communes qui vont être apposées. Donc ça va permettre aussi la pérennité du projet. Et je voulais revenir aussi sur certains points que je voulais mettre en avant par rapport vraiment au thème qui nous rassemble aujourd'hui. Donc quand les habitants participent à l'urbanisme, donc c'est intéressant parce qu'ici on a un partenariat public-privé. Donc on va avoir pour un groupe d'habitants un accès à un foncier qui va être abordable. Donc on va pouvoir s'installer de manière accessible avec un loyer qui se veut. Donc on fait l'acquisition de son habitat léger, donc ça, on est propriétaire, mais on n'est pas propriétaire du foncier, on le loue. Et la location du terrain, ça va de 50 €, on va dire, à 200 € par mois, par foyer. Donc c'est comme ça qu'on accède à une installation. Et donc en parallèle, la mairie, elle va pouvoir valoriser un foncier. Elle va pouvoir garder la maîtrise de son foncier et puis au travers de ses loyers du bail emphytéotique, elle va faire un retour sur investissement, notamment sur les engagements de charges pour aménager le terrain, pour
possiblement construire le bâtiment commun. La commune peut construire le bâtiment commun, ça peut être à la charge du collectif d'habitants, etc. Donc on a un groupe d'habitants qui finance au travers d'un loyer un projet qui se veut privé, mais qui aussi valorise un foncier communal et qui reste à la maîtrise communale. Donc on parle d'habitat participatif, on est dans la co-construction de projets. Donc là, on va réfléchir aussi, et ça c'est vraiment aussi intéressant, on va réfléchir aux usages des habitants qui sont les futurs habitants et qui vont aller vraiment concrètement à poser les besoins. Il y a des besoins qui ne vont pas être anticipés. Donc là, il y a tout un travail qui est fait pendant 1 an et demi. C'est aussi un projet qui se veut intégrer à son territoire et donc qui est réfléchi aussi par rapport aux besoins. On a un projet où il y avait, le maire a mentionné qu'il souhaitait que le groupe d'habitants reprenne la gestion du café-concert qui était en vente mais qui n'arrivait pas à être repris. Et donc le groupe d'habitants, c'était la condition. Et donc ils ont repris, et aujourd'hui ça se passe très bien, ça a redynamisé le bourg. Il y a vraiment, voilà, il y a aussi cette participation à des activités économiques associatives qui peut être engagée. Et donc, il faut identifier dans une phase de diagnostic quels sont les besoins. Est-ce qu'il y a besoin de s'assurer qu'il y a une classe de l'école qui va ne pas fermer et donc de faire venir plutôt des familles avec des jeunes enfants. Parce qu'au final, la commune, elle va avoir son mot à dire dans la sélection du groupe d'habitants. Ça peut paraître assez curieux comme démarche, mais c'est donnant-donnant. C'est vraiment c'est un partenariat. Ça va répondre aux attentes des habitants et ça va répondre aux attentes de la commune et du territoire. Et puis j'en parlais tout à l'heure, donc on remet aussi au centre la notion de vivre ensemble. J'ai fait une petite recherche sur la définition de l'urbanisme. C'est toujours intéressant, pour autant je suis urbaniste. Mais c'est vraiment cette action d'aménager physiquement et aussi socialement l'espace pour une unification plus harmonieuse et plus efficace. Et donc là, j'avais envie de mettre en avant la partie sociale, vraiment aménager socialement pour une harmonie. Et le vivre ensemble, on remet au goût du jour le vivre ensemble, qui est parfois mis de côté dans des projets, j'entends souvent de la part d'élus qui nous sollicitent, dans les projets de lotissement classiques. Et donc là, le vivre ensemble, il est mis en avant et il est réfléchi et surtout, on en prend soin et sur du long terme. C'est vraiment l'objectif de ce genre de projet. Est-ce que j'ai encore un peu de temps? On fait questions-réponses sinon? Ouais, je m'arrête là. Juste avant de passer aux questions-réponses. Alors ça, c'est tous les projets. On en a 22 aujourd'hui. On n'a pas beaucoup dans le sud-ouest. Donc, on a besoin de vous, élus, engagés, pour nous proposer des fonciers pour faire des projets. Et ça, c'est des habitats à droite et le bâtiment en bas à droite qui sont sur l'un des projets, celui dont je parlais. Vous voyez, ça peut s'avérer être des petites maisons en bois très intégrées, très harmonieuses d'un point de vue paysage. Ça, c'est bien de le prendre en considération. La reprise du café-concert local. Et puis voilà, des exemples. Il y a une grande diversité. On a un catalogue de l'habitat réversible sur notre site, ce qui met en avant que, on le sait, il y a toujours ces enjeux d'intégration paysagère qui sont importantes pour les élus, pour le patrimoine local. Donc ça, on peut le considérer. Et puis ensuite, il y a aussi... il y a toujours cet enjeu aussi par rapport à quel est le profil d'habitants qui vont venir s'installer. On a entendu plein de choses. C'est des habitants qui sont engagés, comme vous et moi, qui ont envie de participer à une dynamique locale. Il y a des personnes plus âgées qui n'ont pas envie de finir leurs derniers jours seuls et qui ont envie de vivre ensemble, de solidarité. Il y a des familles avec enfants qui ont envie d'offrir d'autres choses à leurs enfants. Donc voilà, une grande diversité au travers de ces projets. Je m'arrête là. Merci. Vivre ensemble, quand on propose d'avoir... Vivre ensemble, quand on propose d'avoir accès à un habitat à moins de 80 000 euros, ça prend du sens. Effectivement, quand en plus on y met dans la recette une place pour les communs, on passe d'un projet alternatif à un projet qui nous remémore l'histoire de nos bourgs, de nos aériaux, qui sont tous construits autour du puits, du four à pain, du commun. Et on a un bel exemple en tout cas d'interaction entre les habitants qui souhaitent aller vers certaines formes d'habitat et le public, au sens large du terme, les élus aussi bien que leurs services,
pour arriver à monter un projet cohérent et inclusif. Je vous prie d'excuser l'absence de témoignage de Denis Carrère de la société Ville Vivante qui a proposé des solutions qui permettaient de mobiliser du foncier privé grâce à l'intervention du public, mais sans le portage du public, ce qui est aussi une solution intéressante pour vous, élus. Mais heureusement pour nous, Catherine, juste derrière vous, est là pour vous parler du BIMBI, la méthode qui a été donc plébiscitée pour arriver à mobiliser ce foncier privé. Si vous avez des questions, et je ne doute pas que vous en avez plein, c'est le moment de vous manifester. Là, on a le temps, donc profitez-en. On a 5 minutes, ça fait au moins 5 questions. Merci beaucoup de la qualité des interventions. En matière d'habitat léger, la grande difficulté, c'est l'attitude des collectivités qui sont très suspicieuses. Est-ce qu'il faudrait systématiquement que les documents d'urbanisme précisent cette possibilité? Parce qu'actuellement, justement, ce que nous disent les services instructeurs, c'est que voilà, il n'y a pas de mention. Il y a la loi, mais il n'y a pas la mention. Ouais, alors c'est compliqué parce que, en fait, il y a un phénomène qui nous dessert, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui s'installent et qui ne sont pas régularisées. Il y a beaucoup de personnes qui s'installent aujourd'hui en terrain naturel et agricole et ils ont pas le droit de le faire ainsi. Il y a beaucoup de méconnaissances de la part des habitants et des élus, des techniciens. Donc il y a tout un travail de pédagogie à faire et aussi de casser cet imaginaire de l'habitant qui va s'installer de manière illégale. Oui, il faut intégrer dans les documents d'urbanisme. Pour autant, la loi dit qu'on n'a pas le droit de discriminer en termes d'habitat, donc toute typologie d'habitat est bienvenue. Ça, c'est un fait. La loi Allure qui a 10 ans, depuis 2014, l'habitat léger est possible en tant qu'installation à l'année. Il y a une catégorie juridique qui s'appelle résidence démontable constituant l'habitat permanent de leur utilisateur. C'est juste que c'est pas encore connu. Nous, on travaille, là, on cherchait beaucoup à lancer de projets. Maintenant, avec les élections municipales dans 2 ans, on a aussi tout ce travail de fond de sensibilisation et justement d'intégration de l'habitat léger dans les documents d'urbanisme. Mais c'est pas évident parce que oui, ça nous dessert le fait qu'il y a pas mal d'irrégularités. Et puis je crois aussi qu'il y a cet imaginaire à défaire de l'habitat léger comme solution d'habitat vraiment à... comment dire, où je vais m'installer au milieu d'un grand terrain et je vais être seule et voilà, avec personne autour. C'est pas viable de cette manière. En fait, c'est la même dynamique de la maison individuelle qu'on a tous envie avec plein d'espaces. Si on fait tout ça et on s'installe sur nos terrains agricoles naturels, ça va pas être viable. Donc il y a eu vraiment cette notion à repenser. C'est tout un travail, on y travaille. Une autre personne, si vous pouvez approcher un petit peu, parce que le fil est un peu plus proche. Allez-y, allez-y. Qui a assuré sa saison, qui dormait dans son camion, et cette année, je crois qu'il va remettre le couvert. Donc, en urgence, il aurait besoin de quelque chose. En plus, il a plus de 20 ans, donc c'est pas forcément agréable d'être à la rue comme ça. Voilà, donc j'ai vu des pièces vacantes, même sur mes os. Peut-être monsieur le maire est encore là. Non. Voilà. Donc, je pense qu'en urgence, peut-être qu'on pourrait trouver une solution. Ça, c'est ma première question. Donc, il y a un espace petites annonces, je ne sais pas si tu as vu aussi derrière. Ah, ok.
ils ont voulu faire de l'écolo, c'est sympa. Bon, l'histoire est qu'ils ont fait plus de 18 logements dans le même bloc qui n'étaient pas finis. Donc on a dû faire un ménage. Moi personnellement, je suis dans le social, j'étais prioritaire parce que j'étais sans logement. Donc j'ai eu le logement dans ce bloc, mais pas que. Il y a des personnes qui travaillent, qui sont à l'intérieur, etc. Ça a été livré il y a plus d'un mois. Il y a eu un dégât des eaux quelques jours après. À ce jour, on est toujours dans le sable et dans les eaux. On a un petit lac qui colle le bâtiment, c'est assez agréable. Il y a une prise d'humidité déjà dans le bâtiment à hauteur de plus de 50 cm. Alors on les a alertés, on a fait un courrier avec le CNL qui nous a aidé à organiser le courrier. Maintenant, je vais voir avec la DIL, parce que je suis là aujourd'hui et la DIL est là. Mais bon, ça n'empêche qu'on a autre chose à faire que de réclamer tous les jours. Il y a des personnes qui travaillent, c'est qui cherchent du travail. Enfin bon, voilà, c'est une vraie galère. Et c'est dommage parce que c'est mignon, sauf que ça a été fait, on ne sait pas trop comment d'ailleurs. C'est pour ça, d'où ma question, est-ce que c'est contrôlé derrière par vous, par un amont de construction, qui parlait de valeur, etc. Monsieur le maire, lui, il ne peut pas intervenir à part transmettre un courrier, ça a été fait. Avec des photos à la suite, parce qu'un mois après, on a remis une couvert aussi, c'est-à-dire le dégât des eaux. Bon, c'est juste pas ici. Il y a du social, il y a la CAF qui paye. La CAF, c'est de dire ceux qui payent des impôts. Mais bon, vous voyez. Donc, voilà. En termes de logement, c'est une... Je vais me permettre de vous répondre très rapidement. Ma question, c'est pas polémiquer. Non, non. Est-ce que vous pourriez intervenir plus longtemps? Oui, parce que je suis déjà intervenu. Je vais me permettre de vous répondre à ça, tout simplement parce que je pense que ce n'est pas l'élu pour m'étaler sur la réponse, sauf que, en effet, il y a eu le courrier de maire, j'ai vu le maire la semaine dernière, et j'ai fait un point sur le dysfonctionnement. Vous me parlez bien d'un mois. Ça fait un mois que c'est passé, il y a les photos que vous avez envoyées. Et pour faire bouger les entreprises en un mois, c'est un peu difficile. En tout cas, je me suis entretenu la semaine dernière avec le directeur général des toits familiales, donc celui qui a fait le logement, qui s'était engagé à mettre en place, à résoudre le problème le plus rapidement possible. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais on a agi en conséquence. J'ai des liens avec, TQ a des liens avec les maires très étroits pour traiter tous les problèmes qu'il peut y avoir. D'accord, merci. Donc on va passer rapidement à la conclusion. Juste peut-être Monsieur Le Daniel souhaitait répondre là sur ce sujet. Bon, ok. Le débat va continuer un peu au fond entre personnes directement concernées et Florent va pouvoir... Voilà, pour ma part, je vous remercie d'être venus nombreux, d'avoir été attentifs. Vous l'aurez remarqué, le sujet est vraiment dense. Et donc, en tant que collectif A2HA, nous, on est ouvert pour préciser un petit peu les problématiques qui vous intéressent et puis peut-être les réaborder pour une prochaine édition. Merci à tous. Merci à toutes.